nombreux qui sont ici et que je remercie. Je vais donc faire une introduction au nom de la Fédération départementale de la libre pensée du Gard. Et ensuite, je pense qu'un certain nombre d'organisations, associations voudront s'exprimer. Pardon, et nous finirons en chanson comme nous l'avons commencé. Et puis ensuite, un petit goûter vous sera offert à côté sur les tables. Bien. Donc, au nom de la libre pensée du Gard, je tiens à remercier de leur présence tous nos partenaires qui soutiennent depuis des années le Rassemblement pour la paix de Rousson. Je cite l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, la Ligue des droits de l'homme, le Mouvement de la paix, l'Union pacifiste, l'Union départementale Force ouvrière, dont je salue le secrétaire départemental Gilles Besson, l'Union locale CGT d'Alès, il y a quelques camarades qui sont là, l'Association France-Palestine de Nîmes, l'Union juive française pour la paix, et cette année, pour la première fois, je crois, la Fédération anarchiste. Ce rassemblement, nous le faisons devant une citation du grand Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914, pour avoir tenté jusqu'au bout d'empêcher la boucherie de 14-18, ce qui en fait, le premier mort de cette horrible guerre, avant même qu'elle ne fût déclarée le 4 août. Stefan Zweig a écrit en 1916 à propos de Jaurès, je cite, « Tant qu'il veillait, la paix était protégée, et c'est seulement sur son cadavre que la guerre se déchaîna. » Car effectivement, Jaurès à peine enterré, tous les chefs des partis socialistes européens de l'époque, à de rares exceptions près, ont renié les engagements pris au congrès de 1907 de l'Internationale ouvrière de faire la guerre à la guerre en déclenchant simultanément une grève générale pour s'y opposer. Comme vous le savez, cela n'a pas eu lieu. Presque tout le monde s'est rallié à l'Union sacrée pour renvoyer au grand massacre, les uns contre les autres, des gens qui n'avaient aucune raison de s'entretuer, les ouvriers et les paysans de tous les pays d'Europe, dont plus de 10 millions ne reviendront jamais. Camarades, sommes-nous si éloignés de la situation d'aujourd'hui? Il suffit d'allumer la radio ou la télé, à des conseillers d'ailleurs, pour voir défiler en permanence des experts, des spécialistes, des militaires en retraite, commentant dans le moindre détail et souvent avec des involtures les massacres à Gaza ou les combats en Ukraine, l'utilisation d'armes sophistiquées, les dernières, leurs performances destructrices, leur efficacité redoutable et leur prix exorbitant. Histoire de nous rappeler, comme l'a déclaré Alain Menck, ancien conseiller repenti d'Emmanuel Macron, je cite, « On ne peut pas réarmer sans toucher au modèle social. Le raisonnement consistant à dire que malgré la guerre, tout continue comme avant, c'est pas possible. Chacun comprend ce que ça veut dire. Rien ne vaut une bonne guerre, comme ils disent, pour anéantir complètement les dernières conquêtes sociales qui nous restent de la guerre précédente de 1945. » Ici, en France, le Premier ministre Lecornu tente de faire voter un budget de misère, de restrictions tous azimuts. Budget qui s'attaque aux malades, aux handicapés, aux retraités, aux chômeurs, aux étudiants, aux apprentis. Dans le même temps, Madame Vautrin, ministre des Armées, annonce une rallonge au budget militaire de 3,5 milliards d'euros qui viendront s'ajouter aux 3,2 déjà prévus par la loi de programmation militaire. Cela porte à 57 milliards le budget de la défense, soit une hausse de 13% entre 2025 et 2026. Ce budget n'était que, entre guillemets, de 32 milliards en 2017. Macron, Lecornu veulent faire passer en force des milliards supplémentaires pour préparer la guerre. Et pour cela, ils sacrifient la sécurité sociale, l'hôpital et l'école. Oui, camarades et amis, ils se préparent à la guerre. Souvenez-vous de la récente déclaration, le 22 octobre 2025, de deux généraux
les chefs d'état-major des armées, Pierre Schill et Fabien Mandon, je cite, « Les soldats doivent se préparer à un choc avec la Russie dans les 3 ou 4 ans, dit l'un. Et l'autre fait de la surenchère. On doit être prêt dès ce soir à faire la guerre. » Et une circulaire demande aux hôpitaux qui manquent de tout de se préparer à accueillir des blessés par centaines. Hier soir, dans le Gard, s'est terminée l'opération Victrix 25 autour de Beaucaire, qui était un déploiement de 400 réservistes pour simuler une confrontation de haute intensité, comme il disait. Alors que les territoires sont soumis depuis 40 ans à la désindustrialisation et aux suppressions d'emplois, alors que la jeunesse subit depuis des années la dégradation des écoles et des universités, leur seul objectif d'ici 2030 est de construire des casernes pour les jeunes et des usines d'armement pour les parents. La France étant déjà le 2e marchand d'armes du monde. C'est pourquoi la libre pensée n'a pas accepté la délibération du Conseil régional de Madame Delga du 12 juin 2025, réservant 200 millions d'euros pour booster les entreprises d'armement d'Occitanie. Nous n'accepterons jamais que l'argent public serve aux industries de mort. Et c'est pour ça que nous avons lancé une pétition qui a déjà réuni plus de 5000 signatures. J'invite ceux qui ne l'auraient pas signé par hasard à le faire aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous sommes adressés par lettre aux conseillers régionaux pour leur demander de déposer le 14 novembre, jour de la réunion plénière qui se tient pour la première fois de l'histoire du Conseil régional, je crois, en visioconférence. Alors, est-ce qu'ils ont eu peur de nos réactions? Donc, cette réunion plénière du 14 novembre, nous demandons aux conseillers régionaux de faire adopter une motion d'annulation de cette décision. Vous connaissez tous la fameuse citation de Jean Jaurès sur le capitalisme et l'orage. La citation exacte, qui date de 1895, c'est, je cite, « Votre système porte en lui la guerre, comme la nuée dormante porte l'orage. » La nuée, malheureusement, n'est déjà plus dormante, et elle est bien éveillée. Et l'orage est déjà là, en plusieurs régions de la planète. Ce sont les 68 000 morts de Gaza, le 1,5 million de Russes et d'Ukrainiens morts depuis 2014, les massacres au Soudan, les conflits larvés en Asie, les menaces et les provocations en Europe. Et l'inénarrable Donald Trump, qui a rebaptisé le ministère de la Défense comme ministère de la guerre, relance les essais nucléaires américains et il prétend en même temps stopper les guerres en cours, à condition bien sûr qu'au préalable, les Israéliens aient tout détruit avec son aide à Gaza et que les Européens aient financé à leur charge l'armement américain fourni à l'Ukraine en échange des terres rares de l'Ukraine que les États-Unis se sont réservées pour eux. Chers amis, chers camarades, oui, la situation est dangereuse. Et elle est rendue encore plus compliquée par l'emprise désastreuse des réseaux sociaux, des Musk et des Zuckerberg, qui se sont couchés par flagornerie et veulerie devant Trump, et par les médias aux ordres des puissants, qui les contrôlent presque tous, et mentent en permanence, comme Bolloré chez nous. Et pourtant, la résistance des peuples n'a pas disparu, aussi bien en Israël contre Netanyahou, qui devra un jour rendre des comptes de ses crimes, qu'aux États-Unis contre Trump, où dans 2600 villes, 7 millions d'Américains ont manifesté contre la chasse aux migrants et pour No Kings, et où les habitants de New York ont élu Zoran Mamdani comme maire. En France, une manifestation nationale est prévue le 29 novembre à Paris, à l'appel de l'association France-Palestine Solidarité, la France Insoumise, le PCF, les écologistes et des organisations syndicales et étudiantes. Il nous revient de mobiliser massivement contre le massacre qui continue à Gaza et contre le risque de guerre un peu partout. Il nous revient de ne rien laisser passer, de n'accepter aucune concession sur la hausse des budgets militaires, aucune propagande militariste envers la jeunesse, jeunesse qui a fait déjà
échouer le SNU et l'embrigadement qu'on voudrait lui imposer. Aucun appel à l'union sacrée dans le cadre de l'OTAN ou de tout autre prétexte à un engagement militaire de notre pays. Antimilitariste et pacifiste, nous l'avons toujours été à la libre pensée. Nous le restons plus que jamais. À bas le capitalisme et l'impérialisme fauteurs de guerre. Vive la solidarité internationale entre les peuples. Mobilisons-nous contre la propagande et la menace de guerre. Exigeons de nouveau la réhabilitation des 619 fusillés, pour l'exemple, dont tout à l'heure des camarades citeront les noms des fusillés gardois, ceux qui ont payé de leur vie le refus de marcher au front, de tuer leurs semblables au profit des industriels, car comme le dit la chanson que nous avons écoutée tout à l'heure, la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais ne se massacrent pas. Réhabiliter ces fusillés, ce serait reconnaître qu'on a le droit de s'opposer à la boucherie, qu'on a le droit de désobéir, qu'on a le droit de fraterniser. Et c'est pour cela que le Sénat de droite réactionnaire a refusé la loi votée à l'Assemblée nationale à l'initiative de la France insoumise. Un dernier mot, amis et camarades. Anatole France raconte qu'il a rencontré Jaurès en juin 1914 en train de lire en grec, s'il vous plaît, une pièce d'Euripide qui date de 2500 ans et qui s'intitule Les Troyennes. Et ces Troyennes se terminent par une apostrophe de Poséidon, dieu de la mer, je cite, « Faites la guerre, mortels imbéciles, ravagez les champs et les villes, violez les temples, les tombes et torturez les vaincus, vous en crèverez tous. » Chers amis et camarades, guerre à la guerre, à bas la calotte et vive la sociale. Je passe la parole à Jean pour l'ARAC. 11 novembre 1918. La guerre de 1914-1918 cessait. Ce conflit, voulu par les pays industrialisés d'Europe, qui souhaitaient se partager le monde, comme par hasard, fit 9 millions de morts dans les 70 pays qui participèrent. La grande majorité des soldats français mobilisés au début du conflit sont partis convaincus par la propagande gouvernementale que cette guerre serait de courte durée. Certains de ce village sont partis alors qu'ils n'avaient jamais voyagé. 1er août, 15 août, ils étaient déjà morts. Très rapidement, les soldats des deux camps montreront leur colère, leur refus de cette guerre, leurs aspirations à une société plus juste. Pour masquer ses responsabilités, le gouvernement de l'époque a convoqué des conseils de guerre qui condamnèrent 639 soldats français à être fusillés, dont certains gardois, dont vous citerez les noms tout à l'heure, et d'autres déportés. L'ARAC exige la réhabilitation de tous les fusillés, pour l'exemple, ce qui permettra de les honorer sur les monuments aux morts de la guerre 14-18. Les survivants de ce meurtre collectif que fut cette guerre n'avaient en France que 2 idées. Instaurer la paix, éloigner de la vie politique ceux qui avaient conduit notre pays à la guerre et à son état social qui suivit. Mais celle qui devait être la der des der fut malheureusement suivie par celle de 39-45 et de toutes ces atrocités. Pour l'ARAC, commémorer le 11 novembre 1918, c'est d'abord agir pour la paix, agir pour que cessent les conflits. L'actualité nous appelle à poursuivre ce combat pour faire cesser la guerre en Ukraine, en Israël et Palestine, dans le Moyen-Orient et partout dans le monde. Tous ces conflits reposent sur la volonté d'accaparation de richesses ou de zones d'influence. D'autres choix sont possibles pour l'humanité que cette course folle à l'armement, qui conduira la planète à sa destruction.
Cela nécessite l'engagement du plus grand nombre pour dénoncer les causes des guerres et de faire preuve de détermination pour léguer aux générations futures un monde de paix. Les rassemblements du 11 novembre devant les monuments aux morts permettent de nous remémorer l'horreur des combats de la Première Guerre mondiale. Ces millions de morts et de blessés, les sacrifices, les peurs et les souffrances d'hommes engagés sur un front devenu un immense charnier. Ne pas oublier pour ne jamais recommencer. Mais l'hommage rendu à ces hommes se doit de prendre en considération la totalité des victimes, de rendre hommage aussi à ceux de nos poilus qui furent longtemps méconnus et donc de rappeler l'affreuse injustice des fusillés pour l'exemple de 14-18. 639, chiffre officiel, certainement inférieur à la réalité. 639 soldats français fusillés par d'autres soldats français, condamnés sous des prétextes le plus souvent dérisoires à la mort et au déshonneur, sacrifiés afin de stimuler l'ardeur guerrière des troupes traumatisées par l'horreur des combats, assassinés sur ordre de la hiérarchie militaire pour faire oublier les erreurs et les incompétences des officiers. Ces hommes qui n'avaient commis aucun crime de droit commun furent passés par les armes, victimes d'une justice expéditive et arbitraire. En effet, au début de la guerre, l'autorité civile a abandonné entre les mains des militaires les pouvoirs de maintien de l'ordre. Les militaires vont alors avoir à leur disposition un moyen de répression féroce, des procédures simplifiées et accélérées, au mépris des règles les plus élémentaires du droit, restriction du nombre des juges. On peut être condamné à mort par 2 voix contre 1. Des juges militaires incompétents. Une justice administrée sous stress, au milieu des combats, par ceux qui les mènent. Une enquête à charge, puisque les fonctions du juge d'instruction et de l'accusateur public sont confiées à la même personne. Pas d'instruction préalable, puisque les accusés sont souvent traduits devant les conseils de guerre dans un délai de 24 heures. Les droits de la défense bafoués, avocats commis d'office à la dernière minute, donc défense improvisée, pas de témoin de la défense, aucune circonstance atténuante, sentence sans appel, impossibilité de demander la grâce présidentielle, débat non public, l'accusé n'est pas présent lors de la lecture de la sentence, interdiction de faire appel en révision. Et la justice est expéditive. On est souvent exécuté le lendemain de l'audience. C'est ainsi que lorsque la preuve de l'innocence d'Alfred Loche arriva 3 jours après sa mise en accusation, il était trop tard. On l'avait déjà condamné et exécuté. C'est parce qu'une justice d'exception s'appliquait que sur les 639 fusillés, plus de 2 tiers l'ont été au début de la guerre. Ce fut le cas de 7 sur 8 des gardois fusillés en 14 et en 1915. 3 d'entre eux dès septembre 1914. C'est que pour les militaires, il ne s'agissait pas de justice, mais de maintenir l'ordre par une véritable pratique de la terreur. Une terreur voulue par le haut commandement. Comme l'affirmait Pétain, ouvrez les guillemets, pour maintenir l'esprit d'obéissance et la discipline parmi les troupes, une première impression de terreur est indispensable. Ce mode de fonctionnement entraîna de tels abus, de si nombreuses erreurs judiciaires et protestations qu'en 1916, les garanties pour les prévenus furent rétablies. Et pendant les mutineries de 1917, malgré le nombre de mutins, il y eut seulement 26 exécutions capitales. Dans l'état actuel de nos recherches, nous avons trouvé 8 gardois fusillés, pour l'exemple, ou plutôt 7, car le 8e eut, par une chance inouïe, la vie sauve. Mais peu importe le nombre, ils furent avant tout des êtres humains plongés dans une guerre effroyable et absurde,
Et c'est pourquoi il est important de se rappeler leur nom et leur histoire, et qu'ils furent victimes d'une justice militaire expéditive et brutale. Joseph Aymonnet, né à Villeneuve-les-Avignon, maçon. Il venait de participer à la lamentable bataille de Dieuze où 80% des effectifs furent tués, blessés ou faits prisonniers. La retraite s'effectue de nuit, dans un bois. Pour beaucoup de soldats, c'est la panique. Aymonnet ne rejoint son régiment que le lendemain matin et affirme s'être perdu au milieu de la pagaille générale. Il n'a pas déserté. Il est revenu à temps pour repartir à l'assaut, mais il est tout de suite accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Il est fusillé le 11 septembre 1914. Il avait 23 ans. Son nom ne figure sur aucun monument aux morts. Albert Arjaïès, né à Trèves, cultivateur. Au moment où son régiment bat en retraite, pris de panique, il s'enfuit en abandonnant ses armes dans un bosquet. Il a déclaré « Au moment où le capitaine crie en retraite, comme j'avais peur, je me suis enfui avec l'intention de rentrer chez moi pour faire mon travail dans la culture. » Il est fusillé pour abandon de poste le 11 septembre 1914. Il avait 28 ans. Son nom figure sur le monument aux morts de Saint-Jean-du-Bruel, sa commune de résidence. Philippe Dalin, né à Barjac, berger, fusillé pour avoir disparu pendant une nuit. Interrogé sur cet abandon de poste, il dit ne se rappeler de rien. Alors même qu'il était revenu à temps le lendemain matin pour participer à l'attaque prévue, il est condamné à mort pour abandon de poste devant l'ennemi et exécuté le lendemain, 27 mai 1916. Il avait 19 ans. La Libre Pensée a obtenu, au bout de 10 ans de lutte, que son nom figure sur le monument aux morts de Barjac. Félix Fabre, né à Aulas, quart d'heure, accusé d'avoir favorisé la désertion à l'ennemi de 2 soldats de son régiment. En fait, il est coupable de camaraderie, alors que 2 de ses camarades ont quitté la tranchée sous ses yeux pour se rendre à l'ennemi. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir immédiatement signalé le fait même, surtout de ne pas leur avoir tiré dans le dos. Et on ajoute à l'acte d'accusation, sans aucune preuve, qu'il a peut-être été tenté de déserter lui aussi. Il est fusillé le 27 août 1915, il avait 21 ans. Nous avons obtenu que son nom figure désormais aux côtés de celui de son frère sur le monument aux morts du Vigan. Alfred Loche, né à Bessèges, mineur. Grièvement blessé au pied, il est évacué, soigné, puis renvoyé au front. À peine guéri, épuisé, il est obligé de s'arrêter en chemin pour se reposer et n'arrive pas à temps pour l'appel. Bien que présentant des caractères évidents d'irresponsabilité, Alfred Loche est condamné à mort pour abandon de poste. À son avocat qui réclamait l'examen mental de Loche, le commissaire rapporteur devant le conseil de guerre répondit cette phrase terrible. « Loche n'a jamais été bon à rien. Sa mort, du moins, servira d'exemple. » Un camarade qui tente également d'avertir le conseil de guerre sur l'état mental de Loche est menacé de prendre sa place. Après sa condamnation à mort, ne comprenant toujours rien à la gravité des événements, Loche se livre à des manifestations de joie intempestives et peu en rapport avec sa situation. Le lendemain matin, alors qu'il se dirige vers le poteau d'exécution, il crie en riant à ses camarades « À tout à l'heure !» Il est fusillé le 11 novembre 1914. Il avait 25 ans. L'erreur judiciaire est d'autant plus manifeste que 3 jours après l'exécution, on retrouve une lettre du commandant du régiment de Loche adressée au conseil de guerre et attestant que celui-ci avait été régulièrement évacué et qu'aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché. Si l'armée n'avait pas été si pressée d'exécuter les sentences, la vie de Loche aurait été sauvée. La mère de Loche, soutenue par la Ligue des droits de l'homme,
mettra 20 ans avant d'obtenir la réhabilitation de son fils. La Cour spéciale de justice militaire attribue à sa mère 7 000 francs de dommages et intérêts, soit environ 5 000 €, mais refuse que l'annonce de cette réhabilitation paraisse dans les journaux, alors même que la condamnation à mort avait eu droit à un affichage officiel. Charles Pellet, né à la Grand-Combe, mineur, marié, un enfant. Le seul des 8 gardois à avoir sauvé sa peau. Il l'a échappé belle. En septembre 1914, il fait partie de blessés suspectés de mutilation volontaire, car blessés aux mains ou aux bras. De nuit, dans un endroit mal éclairé, un médecin doit choisir d'un coup d'œil blessure de guerre ou mutilation volontaire, et décider ainsi de la vie ou de la mort de ces hommes. Il désigne 6 d'entre eux, qui sont condamnés à mort par le Conseil de guerre, sans instruction préalable, sans interrogatoire, sans l'audition d'aucun témoin, l'accusation reposant uniquement sur le certificat médical. Le lendemain, les 2 plus jeunes soldats, 21 et 22 ans, sont exécutés. En attente de leur exécution, les 4 autres sont jetés en prison et on les soigne. Coup de théâtre. Ils ont bien été blessés par des balles allemandes. Une enquête est ouverte et le médecin reconnaît son erreur. Le président de la République commue la peine de mort des 4 qui restent en 20 ans de prison. Mais il était trop tard pour les 2 jeunes déjà exécutés. Ils seront réhabilités en 1921. La condamnation de Charles Pellet et de ses camarades ne sera annulée que le 12 septembre 1918. Charles Pellet sera le seul à en bénéficier. Les autres sont morts à la guerre entre-temps et l'autre survivant est devenu fou. C'est le premier scandale public de la justice militaire qui est révélé aux Français. Sur simple avis d'un médecin, soumis lui-même à des cadences de travail infernales, tant les blessés sont nombreux, des hommes sont condamnés à mort. Afin d'éviter à l'avenir ces erreurs meurtrières, les députés Paul Meunier, radical socialiste, et Ernest Lafont, socialiste révolutionnaire, mènent alors contre les conseils de guerre spéciaux un combat qui aboutira en 1916 à leur suppression. La Ligue des droits de l'homme, l'Association républicaine des anciens combattants et la section française de l'Internationale ouvrière de la Seine commencent également une bataille pour toutes les victimes des tribunaux militaires. Louis Mathias, né à Marseille, forgeron à Nîmes. Un soir, alors qu'il monte en ligne, il est blessé par balle à l'index de la main droite et erre toute la nuit à la recherche du poste de secours qui n'attendra qu'au matin. Suspecté de mutilation volontaire, il est traduit devant un conseil de guerre spécial. Malgré le rapport médical indiquant que la balle à l'origine de sa blessure a bien été tirée à une certaine distance de lui, Louis Mathias est tout de même condamné à mort pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi. Il est fusillé le lendemain du jugement, le 7 décembre 1914. Il avait 33 ans. Son nom figure sur le monument aux morts de la ville de Nîmes. L'ivresse ne constitue pas un délit en soi, mais elle est souvent l'élément déclencheur des crimes reprochés aux soldats. L'ivresse ne pourra en aucun cas être invoquée comme une circonstance atténuante, affirmait la hiérarchie militaire, celle qui, tout en réprouvant l'abus d'alcool, faisait distribuer de la gnôle aux soldats pour les faire tenir. Émile Roux, né au Pompidou, en Lozère, maçon à Saint-Hilaire de Bretmas, dans le Gard, condamné pour 5 motifs. Premier et deuxième motif, ivresse publique et manifeste et outrage par menace envers un supérieur. En effet, alors qu'il se trouve en état d'ivresse, il se livre à du tapage nocturne et menace de casser la figure à ceux qui l'entourent. Malheureusement, un sergent est présent et il est donc coupable de menaces envers un supérieur. Troisième motif, refus d'obéissance pour marcher à l'ennemi, car le lendemain matin, ivre-mort, il ne se réveille pas à temps pour suivre sa compagnie. Notons que le régiment n'était pas en présence de l'ennemi et qu'il s'agissait d'accomplir une corvée. Les soldats réparaient
une tranchée. Quatrième motif, vol militaire. En effet, ayant épuisé sa ration de vin, il en puise dans le tonneau de l'ordinaire. Cinquième motif, refus d'obéissance. Roux, après avoir encore mené grand bruit, va se coucher. Lorsque son commandant lui donne par 2 fois l'ordre de se lever pour aller au poste de police, Roux refuse. On le saisit et on le traîne de force jusqu'au poste de police. Le lendemain, il ne se souvient de rien. Il est condamné à mort et fusillé. Le lendemain du jugement, le 6 octobre 1915. Il avait 30 ans. Son nom ne figure sur aucun monument aux morts. Ils furent victimes d'une injustice qui n'est toujours pas réparée. Ils sont toujours frappés d'infamie, encore considérés comme traîtres à la patrie. 100 ans après, aussi scandaleux que cela paraisse, ils ne sont toujours pas réhabilités. Le Royaume-Uni l'a fait, la Nouvelle-Zélande et le Canada aussi. En France, de 1914 à 2024, 43 réhabilitations seulement. Cette insupportable attente n'est que mépris des victimes des balles françaises et refus de leur rendre justice. C'est pourquoi, le 6 avril 2019, la Libre Pensée a fait ériger, par souscription, sans un sou de l'État, un monument en hommage aux fusillés, pour l'exemple, à Chauny dans l'Aisne, sur la ligne de front. Ils témoignent de leur martyre et constituent un premier acte de justice pour ces victimes de guerre. Nous avons œuvré aussi pour que les noms de ces innocents rejoignent sur les monuments aux morts ceux de leurs camarades. Nos actions ont porté leurs fruits dans le Gard pour 2 d'entre eux. Les noms de Félix Fabre et Philippe Dalin ont enfin été inscrits en 2019 sur le monument aux morts de leur commune, au Vigan et à Barjac. N'oublions pas non plus d'autres victimes de ces condamnations. Les familles veuves de guerre, orphelins, souvent privés de ressources, en but à la vindicte de leur entourage et forcés de s'exiler. Mais ces gestes symboliques ne valent pas réhabilitation officielle. Le 13 janvier 2022, une loi de réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de 14-18 a été enfin adoptée en première lecture par les députés. Seulement 74 députés ont pris part au vote. Aucun député gardois n'était présent. Malheureusement, les sénateurs n'ont pas voté la réhabilitation. Ils ont rejeté le texte le 2 février 2023. Parmi les sénateurs gardois, Denis Bouad a voté pour, Laurent Burgoa et Vivette Lopez ont voté contre. Cette loi a été portée par la France insoumise. Camarades, dans ce combat contre l'oubli et l'injustice, nous ne renoncerons pas. Continuons tous ensemble d'exiger la réhabilitation collective de ces centaines de soldats victimes d'une guerre inhumaine et inutile. Pour ceux qui désirent en savoir plus sur les fusillés, pour l'exemple, nous avons édité une brochure que vous trouverez à la vente après la cérémonie. Elle reproduit les panneaux de l'exposition que nous tenons toujours gratuitement à la disposition de ceux qui souhaiteraient l'utiliser. Merci. Le 11 novembre, jour de mémoire, rend hommage à toutes les victimes des guerres passées. Mais au-delà du souvenir, ce jour doit être aussi un appel à la conscience. Plus jamais ça. Stop les guerres. Devant ce monument à la paix, nous nous rassemblons pour affirmer que la guerre n'est jamais une solution, mais toujours un échec. Elle détruit les peuples, les vies, les enfants, les rêves, les cultures et laisse derrière elle des populations meurtries. Elle ne laisse derrière elle que le deuil, la haine, les peurs, la misère, les souffrances. Elle conduit au chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes les populations civiles. Nous dénonçons entre autres un budget de la défense demandé par l'Union européenne à hauteur de 5%. Cette économie de guerre appauvrit les pays et rogne surtout les budgets sociaux et environnementaux
les services publics dont nous avons tant besoin. Or, le sacrifice de 20 millions de personnes pendant la Première Guerre mondiale, de 60 millions de morts pendant la Seconde Guerre, la persistance des guerres au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique et ailleurs dans le monde, on les a cités tout à l'heure, nous oblige à un sursaut citoyen. Nous devons tirer les leçons de l'histoire et résister aux logiques de guerre, de confrontation et affirmer notre volonté de vivre ensemble en paix. Ce 11 novembre, nous nous joignons ici, en ce rassemblement pacifiste, pour nous recueillir non seulement devant les morts et leurs souffrances, mais pour affirmer avec gravité et espoir, plus jamais ça. Élevons nos voix pour la paix. Refusons la fatalité des armes. Croyons au pouvoir des peuples, au dialogue, à la fraternité humaine. Transformons la douleur du souvenir en force d'espérance et à la mémoire des morts en appel vivant à la paix. Avant de vous lire le poème, je vous annonce que le 25 novembre, le mouvement de la paix reçoit des Hibakusha, l'association. Ils font partie de l'association qui a eu le prix Nobel de la paix en 2024. Ce sont des survivants des bombes de Nagasaki et Hiroshima. Et à 18h à la Bourse du Travail à Alès, ils seront présents, il y aura une conférence. Vous êtes tous les bienvenus. Un poème d'Abdelatif Lahabi, j'atteste. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité. Celui qui désire ardemment, plus pour eux que pour lui-même, liberté, paix, dignité. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question: que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme? Oui, lors de son congrès de Chirol, en juin 2025, la Fédération anarchiste a renouvelé sa campagne nationale contre la guerre. Donc je vais vous lire une des motions qui ont été adoptées, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc pour la paix, contre toutes les guerres, abolition des frontières. Près de 60 conflits dans le monde sur tous les continents, particulièrement en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. À l'ère du spectacle, les médias focalisent sur certains foyers de guerre, l'Ukraine, Gaza, soumis qu'ils sont aux enjeux géopolitiques. Ils en oublient bien d'autres, comme le Soudan, le Yémen, la République démocratique du Congo, le Sahel, le Tchad, le Maynard, comme les guerres menées par les narcotrafiquants et les gangs paramilitaires en Colombie ou au Mexique, ou comme la guerre contre les femmes en Afghanistan et en Iran. Depuis février 2022 et le début de la guerre en Ukraine, les généraux en retraite peuplent les plateaux, chaînes d'information, aux mains de milliardaires d'extrême droite et de marchands d'armes. À des journaux obéissants, ils assurent que la guerre est à nos portes, que le temps de l'insouciance n'est plus. Les mouches ont flairé la charogne, c'est enfin le moment de conduire la populace au sacrifice, tout en extrayant les quelques sous qui traînent au fond de leur poche pour réunir les milliards nécessaires au grand réarmement. Où qu'elle soit, l'armée a pour fonction le contrôle social de concert avec la police et la prison. Que ce soit une guerre intérieure ou une guerre extérieure, un maintien de la paix ou une guerre humanitaire, ils sont toujours de contribuer au développement du capitalisme. En temps de paix, tout soulèvement, toute manifestation politique ou sociale, toute critique de l'État et de ses pouvoirs régaliens subissent de plus en plus de lois répressives au nom de l'urgence et de l'exception. En temps de guerre, ce sont les populations civiles qui trinquent le plus. Drones, bombardements, mines antipersonnelles, torture, viols comme armes de guerre, esclavage sexuel, déplacements forcés, etc. Tout concourt à terroriser les populations pour les soumettre et les dresser, utilisant de plus les religions souvent et le patriarcat toujours au service du capitalisme et des puissants. Tout concourt à embrigader les populations par des campagnes médiatiques mensongères afin de s'assurer de leur passivité et en visant particulièrement les plus jeunes et en militarisant
l'enseignement. Projet SNU qui, heureusement, a été abandonné. Le complexe militaro-industriel assure la militarisation de toute la société sur le plan du pouvoir économique, nucléaire, militaire, imposant pauvreté, faim, saccage de l'environnement, perpétuant colonialisme et esclavage, érigeant des apartheids par des zones militarisées et des murs frontaliers, renforçant les violences, notamment à l'encontre des femmes. Aussi, l'urgence pacifiste et antimilitariste vise au démantèlement de toutes les infrastructures militaires multinationales et des arsenaux nucléaires dans le monde, pour une démilitarisation et un désarmement internationaux, et un appel au mouvement de déserteurs, de refusniks, de travailleurs et travailleuses, de paysans et paysannes, de féministes, de militants antipatriarcaux et antipatriarcales et antiracistes. Depuis plus de 40 années, le bourrage de crâne, institué notamment en France dès le protocole Ernus-Savary en 82 jusqu'au SNU, diffuse l'idéologie militariste dans la jeunesse. L'urgence pacifiste et antimilitariste requiert une éducation à la paix, non sexiste, non raciste et anticapitaliste. Semons la paix et la justice sociale, construisons l'anarchie. Bravo. Soyez indulgents, je ne suis pas Pierre Dac. Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de faux jetons. La brochette de sacrés cochons, de Paul, Marion, de Brinon, d'Armand, d'Oriot, Laval, Herriot, tonnerre éteint. Il s'écria soudain, y a-t-il des salauds parmi nous? Tous, tous, tous. Y a-t-il des salauds parmi nous? Tous, tous, tous. Tape, traîne tes pieds par terre. La Francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain. Là-dessus, il s'est malheureusement peut-être un peu trompé. Il en reste encore. Il en reste encore pas mal, malheureusement. On a un certain nombre de la FPS Nîmes à être venus, enfin FPS et plus largement, bien sûr, des militants de Nîmes. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais pour autant, je pensais qu'il était important de rappeler une situation d'actualité, c'est-à-dire le salon Millipol qui va se tenir à Villepinte du 18 au 21 novembre, qui est un salon de la mort, qui certes aborde surtout les questions de sécurité intérieure, mais tout de même, ce salon va accueillir pas moins de 38 stands israéliens qui sont, on le sait, passés maîtres dans l'art de la production d'armes, du contrôle, du fichage et de la surveillance, grâce à sa pratique quotidienne de la répression menée contre le peuple palestinien. Chacun de ces exposants est impliqué de près ou de loin dans le génocide, l'apartheid, l'oppression et la colonisation en Palestine. Les organisateurs du salon, qui sont les sociétés comme Exposium, qui sont des sociétés qui organisent aussi bien le salon de l'agriculture, le salon du vin, etc., bref, et Civipol, se rendent complices en leur déroulant le tapis rouge. Donc, Stop Arming Israël appelle à des actions d'interpellation de ces sociétés pour leur demander des comptes, c'est-à-dire pour leur dire « nous ne voulons pas que la France se rende complice de crimes de guerre ». Et il y a aussi à noter des ONG, un certain nombre d'ONG qui ont mis le Premier ministre et les organisateurs d'interdire la présence des stands israéliens lors de ce salon de la mort. Merci de votre patience. Merci. C'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, de gens qui ont toujours fait de gentils, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que Moïse soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins